Le mois dernier, je vous avais présenté quelques mots de vocabulaire de base sur le théâtre. On avait parlé de la composition de la pièce, des hommes qui lui permettent de vivre sur scène, etc. etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la salle de théâtre. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément, comme endroit dans une salle de théâtre et comment ça s'appelle? C'est ça le but du jeu, on en parle tout de suite après le générique. Première chose qu'il faut savoir, il y a plusieurs types de théâtre. On va avoir le théâtre italien, l'espagnol, le français, des théâtres qui sont basés sur le théâtre du Globe de Shakespeare à Londres, etc. Donc il n'y a pas qu'une seule manière de concevoir une salle de théâtre, il y en a plein. Aujourd'hui, les théâtres modernes ne sont pas toujours construits exactement sur les mêmes principes que les théâtres plus anciens, mais en gros, il y a des éléments qu'on retrouve et on va regarder tout ça dans le détail. Dans un premier temps, on va parler de ce qu'on appelle le plateau. Alors le plateau c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des parties du théâtre qui sont destinées à ceux qui vont faire vivre la pièce, donc les comédiens, les techniciens, etc. Le mot plateau a d'ailleurs été calqué du théâtre pour le cinéma. On parle de plateau de tournage lorsque on réalise un film. Et en gros, le plateau, c'est quoi? Eh bien, c'est les acteurs qui sont en train de jouer dans un décor, avec les techniciens autour qui prennent le son, qui font les images, etc. Donc un plateau, c'est ça. Évidemment, l'élément central du plateau, c'est la scène, qu'on appelle aussi les planches. C'est l'espace où jouent les comédiens. Donc en général, c'est rectangulaire, et c'est là que les comédiens se déplacent et interprètent leurs personnages. Il y a 4 côtés sur une scène, c'est normal. On a le lointain, qui est en fait la partie du fond de la scène. On a la face, qui est la partie invisible, qui est entre les comédiens et les spectateurs. Ensuite, on a le côté jardin et le côté cour. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que côté jardin, côté cour, ça nous vient du XVIIIe siècle, à l'époque où la comédie française avait été déplacée dans une certaine partie du palais des Tuileries, et la scène avait un côté qui donnait sur le jardin des Tuileries, et de l'autre côté, il donnait sur la cour du Carrousel, et du coup, en gros, les comédiens et le metteur en scène, lorsqu'ils discutaient entre eux, au lieu de dire à droite et à gauche, ils disaient côté jardin, côté cour, tout simplement parce que la gauche, la droite, selon comment on est tourné, ça veut rien dire. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Les termes côté cour et côté jardin vont être utilisés massivement à partir de la Révolution française. Avant ça, on préférait parler du côté du roi et du côté de la reine, puisqu'il y avait côté jardin, la loge du roi, et côté cour, la loge de la reine. À partir de la Révolution française, on va arrêter ces allusions royales et on va parler de côté jardin et de côté cour. Si vous voulez un moyen mnémotechnique pour pas vous gourer sur quel côté est quel côté, lorsque vous êtes spectateur, donc vous, lorsque vous regardez la scène, vous avez le jardin à gauche et vous avez la cour à droite, et ça fait JC, si vous prenez les initiales, exactement comme Jésus-Christ, ou comme Jules César, ou comme Julien Courbet, ou comme Jean Castex. À vous de voir, vous choisissez celui que vous voulez. Ce qui est important, c'est de s'en rappeler comme ça. Autre élément important, on a l'avant-scène. L'avant-scène, comme son nom l'indique, c'est la partie qui est devant la scène. C'est une partie qui est devant le rideau rouge, qui est en général assez étroite et qui est, sur certaines scènes, démontable. Le manteau rouge, qu'on appelle d'ailleurs le manteau d'Arlequin. Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien parce que pendant les entr'actes, notamment dans les théâtres italiens, on avait souvent des personnages qui venaient sur l'avant-scène, pendant que le rideau est fermé, que les techniciens changent les décors. On avait un personnage qui venait, souvent Arlequin, et qui faisait des petits sketchs, des petites grimaces, etc. pour occuper le public pendant que les techniciens font leur office. Et lorsque Arlequin venait du coup sur l'avant-scène, avec le rideau fermé, il utilisait le rideau parfois comme d'une cape, pour faire comme si c'était sa cape. Et donc on a appelé ça le manteau d'Arlequin. Puisqu'on est dans les rideaux, on va parler un petit peu des pendrillons, qu'on appelle aussi parfois les pendillons. Ce sont des petits rideaux qui sont assez étroits et qui sont mis comme ça en diagonale, en oblique, comme ça. Alors pour vous ça va donner quoi? Ouais, comme ça, tac tac tac, de chaque côté de la scène, côté cour et côté jardin, côté cour, côté jardin. Et les comédiens vont pouvoir rentrer entre les pendrillons,
donc ça fait plusieurs niveaux d'entrée, et également ça va faciliter pour les changements de décor. On a des rails sur scène qui permettent de faire glisser les décors, ils passent entre les pendrillons, et ça permet du coup de masquer les techniciens et de masquer les comédiens qui attendent leur tour pour rentrer. Puisqu'on est dans les trucs un peu cachés, on va parler également des dessous. Sous la scène, il y a parfois même plusieurs étages, plusieurs niveaux, dans lesquels on met quoi? Eh bien, on met certains décors qui sont actionnés par des machines. Alors aujourd'hui, tout ça est automatisé, mais on sait que ça existe depuis le théâtre grec, où il y avait sous la scène des mécanismes actionnés manuellement qui permettaient de faire sortir des plateaux avec des comédiens ou des décors. On voit très bien ça dans le Colisée, si vous allez visiter le Colisée à Rome par exemple, on voit très bien en fait que la scène était posée sur des pylônes et qu'en dessous il y a plusieurs étages où s'activaient du coup des techniciens. C'est aussi dans le premier niveau du dessous que se cache le souffleur sur les vieux théâtres, et du coup il se met là sous la scène et il peut souffler aux comédiens les répliques qu'ils auraient oubliées. Ça c'est pour ce qui est en dessous. Mais au-dessus, on a ce qu'on appelle la cintrerie. Sur différents cintres situés au-dessus de la scène sont accrochées des tentures peintes qui sont des décors. Voilà, et qui permettent, du coup, les techniciens peuvent les faire glisser d'un côté, les faire glisser de l'autre, les faire descendre, les faire monter. Bref, on a aussi tout un système d'accroche qu'on appelle les cintres, et donc la cintrerie au-dessus de la scène. Ensuite, on a évidemment sur les côtés et parfois derrière la scène des coulisses. Donc c'est là qu'attendent les comédiens qu'ils se changent lorsqu'ils jouent plusieurs rôles et qu'ils attendent leur tour pour rentrer et pour sortir sur scène. D'ailleurs, il y a du coup deux côtés. Dans certaines mises en scène plus récentes, voire très anciennes, puisque ça se faisait déjà au Moyen-Âge, on a parfois des comédiens qui apparaissent dans le public ou au fond de la salle, mais globalement ils rentrent à droite ou à gauche. D'ailleurs, côté jardin, en général, c'est l'entrée des gentils, et côté cour, c'est l'entrée des méchants. Donc c'est un code, là aussi, quand vous voyez un personnage rentrer par là, normalement il est gentil, quand il rentre par là, normalement il est méchant, ou le metteur en scène suit cette règle non écrite mais très présente, ou alors au contraire il essaye de vous piéger en faisant rentrer les méchants du mauvais côté, etc., etc., pour jouer avec vos attentes. Enfin il y a un foyer. Alors le foyer c'est quoi? En général dans un théâtre il y en a trois. Il y a le foyer des comédiens, le foyer des techniciens et le foyer des spectateurs. C'est tout simplement le snack, le bistrot, l'endroit où on vient pour se reposer, se détendre, acheter à boire et à manger. C'est là que se retrouvent du coup les spectateurs à l'entracte lorsqu'il y en a un, et c'est là que se retrouvent les comédiens, un peu comme dans leur loge. Aujourd'hui on parlera plus de loge, on appelle ça le foyer. Parlons maintenant des espaces qui sont réservés au public dans une salle de théâtre. Alors, première chose, on a la fosse. Donc la fosse, elle est devant la scène, c'est la partie qui est vraiment tout devant de la scène, au pied de la scène. Terme qu'on utilise d'ailleurs toujours dans les salles de concert, puisque quand vous êtes dans la fosse, c'est les places les moins chères, mais vous êtes au plus près des comédiens, mais c'est là qu'il n'y a pas de place assise et que ça bouge pas mal. Ça dépend de genre de concert que vous allez voir aussi, mais en général dans la fosse, c'est là que ça bouge le plus. Et donc c'est une partie qui est réservée normalement au théâtre pour l'orchestre, notamment lorsque sur scène est représentée pas une pièce de théâtre classique, mais une pièce de théâtre avec de la musique, que ce soit une comédie-ballet, une opérette, etc. On en parle dans le 3e épisode sur le vocabulaire du théâtre qui sort le mois prochain, donc je rentre pas dans le détail, mais parfois il y a besoin d'un orchestre, et il se met où? Dans la fosse. Juste derrière la fosse, vous avez ce qu'on appelle le parterre. Donc c'est la partie qui est au centre et au sol de la salle. C'est là aussi la partie qui coûte où les places coûtent le moins cher. Alors aujourd'hui, dans la plupart des théâtres, il y a des places assises partout, mais il arrivait au XVIIe siècle que dans le parterre, il n'y ait pas de place assise, que les gens soient debout, voire assis par terre. Je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs j'en ai absolument aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur le sol, vous n'êtes pas en hauteur. Vous allez avoir aussi d'autres espaces plus restreints, plus confinés, plus visibles aussi, puisqu'au théâtre, on y va pour voir une pièce, mais aussi pour se montrer, qu'on appelle des loges, et qui vont avoir des noms différents selon l'endroit où les loges sont situées. Je vous parlais tout à l'heure de la loge du roi et de la loge de la reine, qui sont quasiment au niveau de la scène, pour qu'un maximum de spectateurs puissent les voir assister à la représentation. On sait même qu'au XVIIe siècle, il y avait parfois des nobles qui avaient des places assises
sur la scène, sur les côtés de la scène, pour être au plus près des comédiens, mais c'est vraiment le pire endroit pour regarder, parce que les mecs voient les techniciens, etc. Donc c'est vraiment la pire idée pour profiter du spectacle. Ils voient jamais aussi bien le spectacle que les autres spectateurs. En revanche, tout le monde les voit, puisqu'ils sont aussi sur scène. Donc parmi ces loges, on a quoi? On a d'abord la baignoire, donc les baignoires, qui sont du coup des loges quasiment au niveau du parterre, donc au niveau du rez-de-chaussée si vous voulez, et ce qui sont celles du coup, c'est mieux que le parterre, mais c'est pas ouf non plus. On a ensuite ce qu'on appelle les galeries, qu'on appelle aussi des balcons, qui sont sur les étages au-dessus. C'est un espace qui surplombe le parterre, tout autour, voilà, tout autour du théâtre. S'il y a plusieurs étages, il va y avoir des noms différents. Là, ça dépend un petit peu du nombre d'étages et puis ça dépend des salles en particulier, mais on va avoir donc les loges qui sont près de la scène, on va avoir des corbeilles plus basses et on va avoir le paradis ou le poulailler qui sont tout en haut. L'ensemble de tous ces petits espaces, on appelle ça des galeries. Il y a un dernier élément qui est très important et que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la rampe. La rampe, c'est une ligne de bougie qui est placée sur l'avant-scène pour éclairer les comédiens. Donc en gros, c'est la limite entre le plateau et l'espace pour le public, c'est la limite entre la pièce et les spectateurs. Pourquoi j'en veux en parler? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a certains qui sont contre parce qu'ils trouvent que ça donne un effet faux aux comédiens qui sont suréclairés, et surtout parce que ça coupe vraiment l'espace scénique du public. Ils estiment que ça coupe trop, que ça tranche trop. Pourquoi? Parce que la rampe, elle matérialise ce qu'on appelle le quatrième mur. Je l'abordais rapidement tout à l'heure, vous avez en fait sur scène le mur côté jardin, le mur côté cour, le mur du lointain, mais en fait le mur de face, c'est un mur transparent, c'est un mur imaginaire. D'accord? Parce que si vous mettez réellement un mur, bah en fait les gens ils viennent regarder un mur, ils regardent pas la pièce, ça n'a aucun sens. Ce quatrième mur est un mur invisible. C'est un mur en fait qui permet de dire attention, ce qui se passe sur scène, c'est pas la réalité, c'est une histoire qu'on vous raconte et qu'on interprète. Et effectivement, il y a beaucoup d'œuvres qui jouent avec ce code-là et où on retrouve des personnages qui brisent le quatrième mur. Des exemples, il y en a à la pelle. Dans les comics, il y a d'autres personnages, mais celui qui est le plus connu comme étant celui qui brise le quatrième mur, ça va être Deadpool, qui déjà dans les bandes dessinées parlait directement au spectateur et qui était le seul personnage conscient qu'il était un personnage de BD. Donc ça a été repris dans les films. En série, un des exemples les plus connus, c'est probablement Malcolm, qui à chaque épisode parle directement aux spectateurs que nous sommes au début et parfois à la fin. Maintenant, je vais me coucher sur le sable, prendre le soleil et attendre qu'on rentre à la maison. Quand on brise le quatrième mur, on décide de jouer avec cette frontière immatérielle pour créer un décalage qui est parfois juste humoristique, qui est parfois juste là pour surprendre le spectateur. Voilà d'où vient l'expression briser le quatrième mur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la salle de spectacle. Alors évidemment, il y a plein d'autres termes qui existent et qui sont super compliqués et qui n'ont pas un intérêt de dingue. Le mois prochain, je ferai le dernier épisode bonus sur le vocabulaire du théâtre où je parlerai à ce moment-là des genres théâtraux, des principaux genres au théâtre. Et ça sera, je pense, très intéressant. Si vous voulez rien rater, abonnez-vous, activez la cloche. Et sinon, je vous dis, on se retrouve avant ça dès samedi prochain à 14 h. Une vidéo tous les samedis à 14 h où on parlera de toute autre chose. Je vous en dis pas plus. À très bientôt. Ciao tout le monde.